avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'ils sourient, qu'ils allaient nous en jouer. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Dans la guerre nous confronte aux pires atrocités de l'humanité et ce qui s'est passé dans cet hôpital de la bande de Gaza en est un bon exemple. Hôpital bombardé. Par qui? On ne le sait pas encore formellement. Est-ce que c'est le Hamas? Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est une bévue? Mais le résultat est terrible. Il y a au moins 500 personnes qui ont perdu la vie. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Yasmine, c'est épouvantable. Je veux dire, on peut pas rester indifférent là à ce qui se passe. On voit des scènes absolument bouleversantes, entre autres sur les réseaux sociaux. Stéphane Lecœur. Moi, hier, je vous le dis, là, j'ai mal dormi parce que j'ai vu des vidéos de corps calcinés, j'ai vu des vidéos d'enfants littéralement déchiquetés, j'ai vu des parents tenir le bras et la jambe de leurs enfants puis rentrer à l'hôpital avec. Et honnêtement, je m'en fous de qui l'a fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des personnes qui sont mortes. Et la première victime de la guerre, c'est souvent la vérité. Hamas ne peut pas être cru. Hamas n'est pas une source d'information fiable, là, puis on peut pas s'attendre à ce que le Hamas nous dise toujours la vérité. Et du côté israélien, c'est pas la première fois qu'on a des demi-vérités non plus ou qu'on joue aussi avec la vérité dans un contexte de guerre. Fait que je suis pas on peut pas, du confort de chez nous où on a ni guerre, ni reine, commencer à déterminer qui dit vrai, qui dit faux, qui ment, qui ne ment pas, qui a commis une erreur, qui ne l'a pas fait. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 personnes qui ont perdu la vie dans ce qu'on appelle un sanctuaire. Un hôpital, c'est un sanctuaire en temps de guerre. Et malheureusement, encore une fois, ces personnes-là, les survivants, ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés par cette attaque-là, n'ont nulle part où partir parce qu'il n'y en a pas de corridor humanitaire, parce qu'il n'y en a pas de produits de première nécessité pour pouvoir les soigner. Cette indifférence face à la sacralité de la vie vient me chercher et personnellement me bouleverse. Marc-André, comment tu as vécu ça, toi? Non, mais c'est clair. C'est sûr que les images qu'on a vues hier, puis les images qui s'accumulent à chaque jour depuis une semaine, c'est sûr que ça nous laisse pas indifférents là, qu'on voit la misère humaine. Et Yasmine, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas à nous à décider non plus qui a tort puis qui a raison. Là. Et c'est pour ça, moi, j'étais un petit peu surpris hier de voir la réaction de Justin Trudeau. Là, parce que, il est sorti rapidement, Marc-André. Il est sorti rapidement, oui, mais c'est parce que, oui, il n'a pas fait de lien, lui, personnellement, entre ce qui s'est passé en disant la faute, c'est Israël. Cependant, il faut se replacer au moment où il a fait sa déclaration, avant la période de questions. La seule information qu'on avait à ce moment-là, c'est le Hamas qui dit « c'est pas nous, c'est Israël ». Et je trouve que la façon qu'a sorti M. Trudeau, comparé à une déclaration quelques minutes plus tard de la Maison-Blanche, je trouve que M. Trudeau, il a comme voulu réagir rapidement et dire « oui, c'est vrai que peu importe… » Il n'y a rien dit de faux, Marc-André? Il n'y a rien dit de faux. Sauf que à ce moment-là, les médias et tout le monde pensait acheter un petit peu la version du Hamas, que c'était Israël qui l'avait faite. Mais il n'a même pas parlé de ça. Non, lui, il n'a pas parlé. Mais il y a des médias qui ont fait des liens parce qu'il faut que tu replaces sa déclaration au moment avec les informations qu'on avait. Joe Biden, il y a quelques minutes, vient de dire que lui, pour M. Biden, il achète la version d'Israël là, avec les informations qu'on lui a données. C'est pas la même réaction si c'est Israël qui l'a fait mais non, ou si c'est le Hamas ou si c'est le… oui, mais voyons, Yasmine, c'est pas la même chose. Il n'a pas parlé ni du Hamas ni d'Israël. Il a dit que il est bouleversé de voir qu'un hôpital a été pris pour cible et que ce n'est pas légal, selon le droit international, de bombarder un hôpital. Il n'a ni pointé du doigt Israël, ni le Hamas. Oui, mais c'est pas légal si c'est un adversaire qui t'envoie. Si c'est un adversaire, mais si c'est une erreur du Hamas, si c'est une erreur des djihadistes islamiques, c'est pas légal non plus. Mais c'est pas la même réaction que t'as.
Je veux dire, M. Trudeau, en parlant de la façon qu'il parlait, même s'il faisait pas de lien avec Israël, je trouve que dans le contexte, avec les informations qu'on avait à ce moment-là, il était sur une ligne dangereuse, là. Je veux dire, il aurait dû prendre une position de recul. C'est pas légal, mais si c'est une erreur ou si c'est à l'interne, dans la Hamas, qui se sont mêlés dans leur lacet, c'est différent que si ça vient d'Israël. Je suis désolée, Marc. C'est totalement différent. Joe Biden y a tweeté, avant de faire la déclaration qu'il vient de faire en Israël, a tweeté à propos de cet hôpital. Puis ce qu'il a dit, c'est qu'il était outré et, j'essaie de traduire en même temps, et triste de voir l'explosion qu'il y a eu à l'hôpital à Gaza, la perte de terribles vies qui en a résulté. Et dès qu'il a entendu ces nouvelles, il a parlé avec le roi de Jordanie pour s'assurer, avec le National Security Team, qui vont continuer à récolter de l'information pour savoir ce qui s'est passé et que les États-Unis vont toujours être debout pour la protection des civils durant le conflit et pleurent les patients, le medical staff et des autres innocents. Il n'y a pas plus parlé d'Israël. Non, mais le ton est pas pareil. Non, le ton, c'est pas la même. C'est pas la même lecture, Yasmine. Il est plus nuancé. Il est pas dans c'est-tu légal ou c'est pas légal. Quand t'écoutes M. On lui a posé la question. Ben oui, il m'a posé la question. Est-ce que c'est légal de bombarder? Est-ce que c'est légal de bombarder un hôpital? Est-ce qu'il doit dire attendez, je vais vérifier si c'est légal ou pas légal? Non, mais dans la façon. Ouais, mais il aurait pu dire écoutez, là, ce qui s'est passé à Gaza, l'important, c'est de savoir qui le fait, là. Je veux dire, c'est parce qu'après ça, t'es pas obligé d'être le premier qui réagit non plus. Il était pas obligé d'aller devant les médias. Il pouvait attendre un peu d'informations. Moi, je trouve que pour un Canada, qui est un allié d'Israël, un petit peu de retenue, ça n'aurait pas fait de mal. La retenue, elle est là parce qu'il a dénoncé des vies humaines qui ont été perdues, peu importe qui l'a commise. Puis le fait de pleurer des vies humaines qui soient perdues, je ne pense pas que c'est contraire aux valeurs canadiennes. Dites-moi, dans ce contexte-là, Yasmine et Marc-André, le fait que Joe Biden soit en Israël aujourd'hui, est-ce qu'on assiste à un point tournant dans cette guerre-là? Qu'est-ce que la présence du président américain va changer dans le contexte actuel? Marc-André, d'abord. Je veux dire, M. Biden n'avait pas le choix d'y aller. Rendu là, est-ce qu'il va pouvoir ouvrir des corridors humanitaires? Est-ce qu'il va pouvoir vraiment faire une avancée? Est-ce qu'il peut se présenter comme le pacificateur qui va amener tout le monde autour de la table? J'ai des doutes un peu là, que M. Biden soit capable de le faire, mais t'as pas le choix parce qu'on sait qu'il y a des débordements. On voit ce qui se passe un peu partout à travers la planète. Donc, t'as pas le choix d'essayer. On va pouvoir en conclure dans les prochaines heures, prochains jours, si son voyage aura été positif ou plutôt négatif, là. Il y a un embrasement dans la région, là, puis c'est important que les États-Unis contribuent à une désescalade des tensions, parce que personne ne sort gagnant d'une tension dans le Proche-Orient, ni Israël, ni les États-Unis, ni le monde occidental ne sort non plus gagnant d'un embrasement dans la région. C'est important qu'il n'y ait pas que ça devienne pas régional comme conflit, qu'on n'arrive pas au point que l'Iran embarque là-dedans, que le Hezbollah, qui est aussi une autre organisation terroriste, embarque là-dedans. Il est aussi important de jouer de son poids auprès de ses alliés pour diminuer la tension, puis aussi sauver des vies, contribuer à sauver des vies. Puis au-delà de ce qui s'est passé hier à l'hôpital à Gaza, là, rappelons-nous qu'un peu plus tôt en matinée, il y a eu une résolution déposée au Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu. Je dois le redire, là, où les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Japon ont voté contre. Donc, à un certain moment, il va falloir que les Occidentaux embarquent finalement, une volonté de vouloir désescalader les tensions. Et là, ça commence par réclamer un cessez-le-feu. Ça ne change rien au fait de rester des alliés et soutenir Israël dans son droit de se défendre, dans son droit d'exister. Et Israël, là, c'est important qu'on demeure des alliés importants, majeurs à ses côtés. Mais sauvons des vies israéliennes, sauvons des vies palestiniennes, ça commence par un cessez-le-feu. C'est sûr, ce sont les innocentes victimes dans ce conflit-là qui sont au cœur de l'enjeu, là. Moi, d'un côté comme de l'autre, quand je vois des civils se faire tuer, c'est terrible, c'est terrible. Bon, alors on verra bien les développements dans ce dossier-là. Maintenant, un petit peu plus près de chez nous,
Les fameux droits de scolarité. Là, il y a eu l'annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, qui a été applaudi par certains, décrié par d'autres, entre autres, je pense aux étudiants anglophones des autres provinces qui, finalement, devront payer plus cher lorsqu'ils viendront étudier au Québec. Yasmine, est-ce que la CAQ a sous-estimé les impacts de cette annonce-là, entre autres chez les anglophones? Parce que dans les médias anglophones, là, la réaction est épidermique actuellement. Mais je ne comprends toujours pas c'est quoi l'objectif que poursuit le gouvernement. Parce que quand on nous dit, on veut lutter contre l'anglicisation, est-ce que dans ce temps-là, on aurait pu tripler les droits de scolarité si on n'en veut pas d'étudiants anglophones des autres provinces de venir chez nous? Quand le premier ministre dit c'est peut-être que la fermeture de l'université Bishop, là, c'est le prix à payer pour pouvoir avoir des mesures fortes. Moi, j'ai rarement entendu des chefs d'État prêts à sacrifier des institutions d'enseignement supérieur puis des universités pour une idéologie. Puis ça, je trouve ça honnêtement assez curieux, puis je trouve ça à la limite dangereux. Ce que je comprends pas, c'est en quoi les étudiants anglophones qui viennent, et de la bouche même de Mme Derry, qui retournent chez eux à la fin de leur scolarité, contribuent à l'anglicisation de Montréal ou de Sherbrooke, parce que Bishop est à Sherbrooke, il n'est même pas à Montréal. Est-ce que c'est une question de financement? Est-ce qu'on déshabille Jean pour habiller Paul? C'est pas clair. J'ai l'impression qu'ils voulaient une manchette, ils voulaient une dépêche disant que Québec serre la vis aux universités anglophones et qu'ils n'ont pas nécessairement vu l'impact de ça. Et rapidement, avant de laisser Marc-André, moi, il y a une chose qui n'a pas encore été répondue par le gouvernement ou abordée par les médias. Un Canadien, un Ontarien, un Manitobain, name it, là, qui vient s'installer au Québec, selon la loi sur l'instruction publique, là, après 1 an, il devient québécois. Est-ce qu'après 1 an, il va payer le même tarif que les étudiants québécois? Donc, c'est pourquoi? Ça change quoi, finalement? Est-ce qu'on a vérifié l'impact du fait que 1 an après son installation au Québec, il va pouvoir payer le même tarif que moi et vous, là? Ça change rien au financement, ça change rien à l'anglicisation. Finalement, c'est une manchette. Je pense que le problème, c'est qu'au sein de la CAQ, cette annonce-là, on la voit pas, ils n'ont pas tous la même vision, façon de la voir. Pour M. Legault puis M. Roberge, les autres, c'est la protection du français. Puis là, on prend toutes les mesures possibles, imaginables, bonnes ou moins bonnes, ou peu importe, pour protéger le français. Quand tu parles aux gens de la CAQ, M. Legault, il dort pas la nuit parce qu'il pense au déclin du français. Bon, fait que ça, c'est une chose. Parce que c'est comme ça que M. Roberge a prépositionné dans les médias mercredi passé avant l'annonce de vendredi. Mais quand on regarde Mme Derry, elle est dans un aspect plus financier. Elle est plus dans l'écosystème financier, puis ses discussions depuis 1 an, depuis qu'elle est ministre de l'Enseignement supérieur, puis de voir, il y a un sous-financement, puis comment on peut récalibrer toute la sphère collégiale, universitaire pour s'assurer que les universités et les établissements francophones puissent être en santé. Fait qu'on va... Et c'est là, à un moment donné, je pense que la CAQ se perd un petit peu, là, parce que clairement, ils n'ont pas tous le même objectif là-dedans. Ils n'ont pas tous la même finalité. Fait en sorte que tu prends des décisions, mais à la fin, on va régler. Qu'est-ce qu'on va régler? Parce que moi, je ne pense pas que sur le déclin du français, cette mesure-là va changer 0,01% de plus de francophones au Québec dans 10 ans. Là. Fait que là, il faut que tu regardes vraiment, je pense, l'aspect financier. Et ça ne semblait pas vraiment un problème. Fait que là, on essaie de régler un problème qui n'en est pas, qui n'était pas vraiment un. Fait qu'ils vont avoir de la misère là, dans les prochaines semaines. Là. C'est encore drôle que c'est pas un problème, parce que moi, quand je regarde, je le prends sur 2 fronts. Là. Supposons quand tu regardes le nombre d'étudiants étrangers, il y a une proportion quand même très, très, très élevée d'étudiants anglophones, de ceux qu'on reçoit. Pourtant, Québec, aux dernières nouvelles, c'est le français, la langue officielle. On a de très bonnes institutions en français aussi. Puis parallèlement à tout ça, pourquoi moi, je viendrais subventionner, par exemple, les études de médecine d'un étudiant anglophone qui, dès qu'il va recevoir son diplôme entre les mains, va sacrer son camp et donnera aucun service au Québec
en retour de tout ce qu'on a donné pour sa scolarité. Moi, ça, j'ai un problème avec ça. Ouais, mais pourquoi? Ouais. Je comprends. Ouais, mais je comprends cet exemple-là, mais la première des choses, il faut faire la distinction entre un étudiant étranger et un étudiant canadien. C'est pas la même chose. Ils payent pas la même chose. C'est pas la même, le même bassin, là. Tu sais, c'est deux choses différentes. Ensuite, si on parle d'un étudiant qui est canadien, qui vient étudier, par exemple, à McGill en médecine, et qui paye un tarif d'étudiant canadien, on ne le subventionne pas à la même hauteur non plus qu'un étudiant que moi et toi ou Marc-André. Là. Il y a un tarif spécial pour ce qu'on appelle des étudiants hors province. Mais au-delà de ça, il y a aussi des étudiants québécois qui vont dans d'autres provinces aussi étudier. Et pourquoi un Français, par exemple, ou un Suisse, ou un Belge peut venir, lui, étudier à un tarif moindre qu'un Canadien, un Ontarien ou un Manitobain? Il faut se poser la question, pourquoi un Français, un Suisse et un Belge auraient un meilleur tarif qu'un Ontarien, qu'un Manitobain, whatever, là, Saskatchewanais? C'est bizarre, là. On est-tu dans le même pays ou on n'est pas dans le même pays? Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec ces changements-là, on favorise, d'un point de vue tarifaire, des étudiants étrangers, notamment de la France, de la Suisse et de la Belgique, par rapport à nos concitoyens. En même temps, on va attirer des talents francophones, Marc-André? Oui, mais l'anglophone qui vient, là, je veux dire, de Barrie en Ontario, là, qui s'en vient à McGill, là, mais pourquoi on n'est pas capable de travailler? Et McGill nous dit qu'il y avait un plan pour avoir des cours de français. Ben, essayer de le garder. Mais je veux dire, c'est sûr que si tu es étudiant en médecine, là, que tu sois québécois ou ontarien, là, avec tout ce qu'on voit dans le réseau de la santé, là, ben, que même si tu es québécois ou ontarien, tu prends ton diplôme puis tu t'en vas ailleurs. Là. Je veux dire, moi, j'en ai des amis, là. J'en ai un ami qui est médecin puis il est en Colombie-Britannique. Bon. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Les Québécois, c'est pas sûr qu'il va rester, là. On mettra pas une clôture à partir de la rivière des Outaouais pour ce qui reste ici, là. Mais c'est tout le temps de petites affaires. Ah, ben, moi, j'aime pas ça. Je veux dire, on peut-tu travailler? Moi, je suis allé à l'Université Laval, puis à la fin, pour avoir mon diplôme, ça me prenait un certain niveau d'anglais. Ben, la personne qui va à McGill, on peut-tu demander un minimum de français, par exemple? Oui. Non. On peut-tu travailler sur des mesures positives? Puis cette personne-là, on peut-tu travailler pour essayer de la garder? Au lieu de dire, ben, finalement, on va te charger plus cher. Parce qu'à la fin, on a une pénurie de main-d'œuvre, tu veux garder tout le monde. Fait que, tu sais, il y a une façon de travailler positif sur le français, mais on est tout le temps là à essayer de mettre des règles, puis après ça, on se surprend de l'impact que ça a à l'extérieur du Québec. C'est mal connaître. À un moment donné, il faut être du pif. Là. Tu sais que ça va réagir fort, c'était prévisible, ça relance un vieux débat. Est-ce qu'on aurait pu, à la CAQ, travailler sur des choses plus positives, comme Mme Derry fait sur d'autres dossiers depuis un an? Je pense que oui. Je ne suis pas sûr que c'était nécessaire, cette mesure-là. Marc-André, Yasmine, merci, thank you. On se retrouve dans un prochain épisode.